Salut les photographes, aujourd'hui je vous présente un test un peu exceptionnel parce que c'est le test du tout nouveau Tamron 17-28 mm pour appareil photo Sony. Et si vous êtes chez Sony ou si vous êtes en passe de passer chez Sony, ce petit bijou pourrait bien vous intéresser. Alors merci à Tamron qui me l'a envoyé un petit peu en exclu, vraiment très tôt dans la liste. Vous savez, quand il y a des objectifs comme ça qui sont très demandés par les testeurs, par la presse, etc., c'est souvent difficile de les obtenir. Et là, moi j'ai appelé Tamron le jour même où j'ai su que cet objectif sortait parce que je voulais absolument le tester en tant que photographe de paysage et ultra grand angle. Surtout dans cette gamme de prix m'intéresse beaucoup. Et donc je les ai contactés, je leur ai dit « Oh, j'adorerais pouvoir le tester s'il vous plaît, si c'est possible ». Et puis ils me l'ont envoyé très rapidement. Alors je ne l'ai eu qu'une semaine, mais c'est suffisant pour faire tous les tests techniques. Malheureusement, je ne pourrais pas vous faire de retour après un mois d'utilisation comme je fais habituellement, mais je pense qu'il y aura déjà quand même pas mal de choses qui pourraient vous intéresser dans ce test. Alors tout d'abord, c'est quoi son petit nom? Son petit nom, c'est le Tamron 17-28 mm DI3RXD. C'est le deuxième objectif que Tamron sort spécialement dédié pour les appareils photo Sony, juste après le très bon 28-75 que j'avais testé sur la chaîne aussi. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que Tamron prend une stratégie un petit peu différente des autres constructeurs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rester dans le triptyque habituel. Vous savez, habituellement on fait un 16-35 ou un 12-24. Vous savez, il y a des focales qui sont assez récurrentes et qu'on revoit sortir régulièrement. Et là, en fait, ils ont décidé de partir avec leur propre focale, 28-75 plutôt que 24-70. 17-28 au lieu de 16-35. Et en fait, l'intérêt que ça va avoir pour eux, c'est que c'est fait des plages focales un tout petit peu raccourcies, ce qui va leur permettre de faire des objectifs un petit peu plus petits, un petit peu plus compacts, mais toujours avec des grandes ouvertures de f2.8. Donc en termes de caractéristiques, c'est assez simple, 17 à 28 mm, donc on n'a même pas un zoom x2 en fait, mais c'est déjà un zoom qui permet de composer et de cadrer sa photo pour la plupart des situations ultra grand angle, notamment en paysage. Ouverture à f2.8 pour appareil photo Sony plein format. Il a évidemment l'autofocus, mais il est non stabilisé, ce qui n'est pas très grave pour ce type d'angle. Il ne pèse que 420 grammes, très léger, et il ne mesure qu'une dizaine de centimètres de longueur. Donc vraiment plutôt compact et léger, et ça c'est un bon point quand on part en rando. Alors les premières impressions, on a sur un objectif Tamron, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là, très bonne construction. On a une petite bague métallique, des petits joints d'étanchéité, juste là où il faut. Hop, un petit pare-soleil qui, comme d'habitude sur les ultra grands angles, ne sert pas à grand chose. Et puis voilà, c'est très propre, c'est très joli. On a une belle petite bague de mise au point et bague de zoom aussi. Voilà, ça tourne très bien. Il n'y a pas grand chose à en dire, c'est de la bonne qualité de fabrication. Il n'y a pas de bouton, aucun bouton sur cet objectif. Sur les appareils photo Sony, de toute façon, les réglages d'autofocus, de mise au point manuelle, etc. se font directement sur le boîtier. Donc il n'y a absolument pas besoin d'avoir de bouton. Voilà, très belle optique. Premier test que j'ai réalisé, parce que j'étais un petit peu curieux, c'était le test de l'exposition. Alors qu'est-ce que c'est que ce test? C'est tout simplement un test où en fait je regarde si l'ouverture annoncée correspond effectivement à la lumière qui est transmise. Vous savez qu'on parle souvent en f-stop, en stop en photographie, donc en focale, pas en focale, j'ai des bêtises, en diaphragme. Et donc quand on dit cet objectif est capable d'ouvrir à f2.8, c'est une règle physique, c'est-à-dire que c'est une règle physique qui est déterminée par le diamètre de l'élément frontal divisé par la distance du point focal en fait. Et donc personne ne peut revenir là-dessus. Cet objectif est un objectif f2.8, les constructeurs ne peuvent pas mentir là-dessus. Par contre, comme ils vont rajouter différentes lentilles à l'intérieur, ils vont rajouter des fois des revêtements sur les lentilles, ça peut faire en sorte que la lumière transmise soit un petit peu plus faible que 2.8. Et là, la lumière transmise ne va pas être la même selon les objectifs. Et les personnes qui font de la vidéo ou qui font du cinéma savent très bien qu'on parle quasiment jamais en f2.8 ou f3.5 ou f5.6, on va parler en T, en transmission, parce que le T, la valeur T, correspond exactement à la valeur transmise sur le capteur pour essayer d'éviter justement ces différences d'exposition. Et donc moi ça m'intéressait de savoir ça parce que on a une optique petite, compacte, qui dit ouvrir à f2.8. Donc je voulais un petit peu savoir s'il y avait quand même un petit compromis. Et j'ai constaté que même à f8, on a une baisse de luminosité qui équivaut à peu près à un demi-stop par rapport aux Zeiss F35 F4, ce qui n'est pas rien quand même. C'est-à-dire que je vais reprendre avec les mêmes paramètres, exactement la même photo avec cet objectif et avec l'autre objectif que j'ai, et on a un demi-stop de moins sur celui-là que sur les autres. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une petite baisse de luminosité qui est probablement due au revêtement, et on verra un petit peu plus tard pourquoi ce revêtement est particulièrement important sur cet objectif.
En dehors de ça, il est assez homogène, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des grosses surprises, vous allez avoir la même exposition systématiquement quelle que soit l'ouverture, même à f2.8, il n'y a pas de souci. Il y a un vignettage qui est assez marqué quand même à f2.8, à peu près 0,4 stop. C'est assez courant hein, sur des très grands angles comme ça, mais c'est quand même un petit peu plus fort que sur la concurrence. Ensuite, j'ai voulu regarder le piqué, tout le monde l'attend, et j'étais bluffé. Vraiment, vraiment, le piqué est exceptionnel, très bon, quasiment au niveau du 12-24 de chez Sony que j'avais testé aussi. Voilà, vraiment excellent partout. J'ai eu un tout petit défaut à 24 mm f2.8 sur les bords, mais je me demande si c'est pas un problème de mise au point éventuellement. Mais sinon pour le reste il est très bon, voire excellent partout. Quand je vous dis qu'il n'est pas exactement au niveau du 12-24 de Sony, c'est quand je compare l'un à l'autre, je vais comparer la même photo prise avec les deux. En zoomant à 100% sur un fichier de 42 mégapixels, je vais trouver qu'il y a un tout petit peu plus de détails sur le 12-24. Mais je sais maintenant par expérience que quand on va imprimer ces photos, même en grand format, ces différences-là vont être gommées de toute façon. Donc moi ce que je regarde surtout c'est les gros défauts. Les gros défauts on va souvent les retrouver dans les coins sur les objectifs ultra grand angle et là les gros défauts sont pas présents et donc on a vraiment une très bonne optique. Et le piqué est très homogène et ça aussi c'est super important, ça veut dire qu'on a un objectif qu'on peut utiliser sans trop se poser de questions. Il y a des objectifs qui vont être très bons à un bout de leur plage focale et pas à l'autre bout. C'est toujours un petit peu embêtant parce qu'il faut essayer de se souvenir dans sa tête, ok celui-là je peux l'utiliser au grand angle mais pas trop quand c'est zoomé, etc. Là il n'y a pas de question à se poser, on peut l'utiliser à n'importe quelle ouverture, à n'importe quelle focale, il est excellent et ça c'est top. J'ai quand même fait un petit test de stacking, vous le savez quand on fait de la photo à l'ultra grand angle, on va souvent essayer d'avoir un premier plan très proche et donc on va faire une mise au point le plus près possible en général sur ce fameux premier plan. Donc là je vous montre une petite photo qui montre à quel point je peux me rapprocher. La mise au point peut se faire à 19 cm. Alors quand on est 19 cm, c'est pas 19 cm de la lentille frontale, c'est 19 cm du plan du capteur, ce qui veut dire qu'on rentre ici dans l'appareil photo, on a encore quelques centimètres ici, et donc en fait notre objet, notre mise au point, elle se fait à 4-5 cm de la lentille frontale, ce qui est vraiment extrêmement proche. Donc ça c'est parfait, c'est vraiment parfait. Et en plus de ça, le piqué est bon quand on fait la mise au point très proche. Donc voilà, j'ai fait mes tests de stacking, j'ai stacké plusieurs photos avec des mises au point à différentes distances, c'est parfait, donc ça marche très bien pour cet usage-là. Tous les photographes de paysage seront très contents. Ensuite, j'ai voulu regarder le flare et le sunburst. Le flare est très bien contenu. Je pense que c'est dû au revêtement qui a été mis sur la lentille frontale notamment. Il est très peu présent, mais vraiment des petits points juste en dessous du soleil vers le bas. Et on a un flare un tout petit peu plus présent au-dessus, en haut à droite du soleil, ce qui pour moi n'est pas du tout un problème. En haut à droite ou en haut à gauche, ça dépend où vous le mettez, mais qui n'est pas du tout un problème parce qu'en général au-dessus du soleil on a soit des nuages soit du ciel bleu et donc c'est très facile de se débarrasser du flare à cet endroit là. Ce qui est vraiment très embêtant c'est quand le flare va être en diagonale vers le bas dans l'image et qui va venir se superposer à notre paysage et là c'est pas le cas. Le sunburst je le trouve magnifique, il est très régulier, il est très beau, pas de surprise mais en même temps voilà, il sera parfait pour toutes vos photos de soleil en étoile, donc c'est super. En parlant de photos d'étoiles, évidemment, on se dit ultra grand angle, grande ouverture, ça vaudrait le coup de l'essayer pour la photo d'étoile. Alors malheureusement, depuis que j'ai cet objectif, il y a des orages tous les soirs, c'est pas vraiment le bon moyen pour tester en photo d'étoile, donc j'ai pas encore pu le tester dans cette utilisation-là, au moment où j'enregistre cette vidéo. Je l'ai encore pour 2-3 jours, mais je vais devoir de toute façon vider mon studio, donc si j'ai l'occasion, je ferai des photos et je vous les montrerai là maintenant. À quoi on peut s'attendre? Je pense à mon avis que en termes d'exposition, on n'est pas évidemment sur un vrai f2.8 parce que comme je vous disais, on a un demi-stop d'exposition en moins par rapport à ce qu'on pourrait attendre. Donc on est plus sur un f3.5, quelque chose comme ça, avec en plus du vignettage quand on se met f2.8. Par contre, le vrai bon point, c'est qu'on a un excellent piqué des f2.8 sur toute l'image et ça promet de rendre vraiment pas mal sur les photos d'étoiles. Alors comment il se compare face à la concurrence, ce petit objectif? Alors vous inquiétez pas, je vais baisser les yeux parce que j'ai mon tableau là sous les yeux, mais je vais vous le mettre pour que vous puissiez tout avoir aussi en même temps sous les yeux. Alors en termes de... je l'ai comparé à qui? Je l'ai comparé évidemment aux Zeiss F35 F4 qui sont plus proches concurrents on va dire. Je l'ai comparé au Sony 12-24 F4 parce que c'est un très bon objectif ultra grand angle. Je l'ai comparé au Sigma 14 F4. 14-24 F4 qui lui va bientôt sortir pour boîtier Sony et puis au Sony
1635 G Master f2.8, qui est le seul qui est aussi à f2.8 des zooms ultra grand angle. Donc en termes de piqué, je lui ai mis 9 sur 10, tout simplement parce que quand on zoome à 100% sur une photo de 40 mégapixels, on voit une légère différence dans quelques bords, c'est un tout petit peu plus mou, mais je peux vous dire d'expérience que si on imprime, on verra autant de détails sur les bords que dans le reste de la photo, ce sera juste parfait. Donc voilà, je ne pouvais pas lui mettre 10 sur 10, parce que quand j'ai comparé avec le Sony, je voyais un tout petit peu plus de détails sur le Sony. Par contre, il est largement devant le Zeiss 1635 f4, qui est déjà excellent, qui est déjà un très bon objectif. Notamment, il le dépose complètement quand on est aux grandes ouvertures. Comparer le Zeiss f35 f4 à f4 et celui-là à f4, ça n'a rien à voir. Celui-là est vraiment beaucoup plus piqué que le Zeiss aux grandes ouvertures. Quand on arrive à f8, f11, ils sont à peu près équivalents, mais il a quand même une petite longueur d'avance. Donc voilà, vraiment un piqué bien meilleur sur le Tamron. Le Sigma 14 f4, malheureusement, je ne l'ai pas testé, évidemment. Et le Sony 1635 f2.8, j'ai entendu que du bien. Il coûte une blinde, donc je suppose qu'on doit avoir un très bon piqué dessus. Le vignettage. On a 0,4 stop de vignettage sur celui-là, donc c'est toujours à la plus grande ouverture évidemment. Le Zeiss 1635 à 0,2 stop et puis le Sony 1224 0,3 stop. Donc on est à peu près équivalent, vous voyez ça n'a pas changé des masses. En termes de poids, c'est le plus léger, 420 grammes, le Zeiss 720 grammes, le Sony 1224 565 grammes. Mais si vous voulez mettre des filtres, il faut des grosses boîtes, etc. Le Sigma 1424, je suppose qu'il va aller dans les 1 kg, 1 kg 1 parce que c'est l'équivalent de ce qu'avaient les 1424 sur Canon ou sur Nikon. Et le Sony 1635 f2.8 pèse 680 grammes. Donc celui-là est largement plus léger que tous les autres. Et puis en termes d'ouverture maximale, il tient la comparaison uniquement avec le Sony G Master. Et quand on regarde en termes de prix, le Sony G Master est a priori le seul qui pourrait rivaliser à peu près avec cet objectif-là, sauf qu'il coûte 2600 €, le Sony G Master 1635. Et le Sony 1224 f4 aussi, qui est très bon et en termes de piqué rivalise avec celui-là, il coûte 2000 €. Donc en fait, les vraies alternatives, ça va être le Sigma 1424, dont on connaît pas trop encore ses performances. Après, c'est série A, donc normalement, il n'est pas dégueu non plus. Mais il coûte déjà 1300 € pour ses versions réflexes. Donc en version mirrorless construit spécialement pour Sony, à mon avis, on va en être au moins pour 1500-1600 €. Et puis le Zeiss 1635 f4 coûte 1500 € pour sa part, alors qu'il est plus lourd, il a une ouverture plus faible, il a un moins bon piqué. Très franchement, maintenant que cet objectif-là existe, je vois plus trop de raison de partir sur le Zeiss 1635. Très franchement. Donc quelle est ma conclusion de tout ça? Comme vous avez pu comprendre, je l'adore, notamment parce qu'il a un piqué de malade sur toute l'image, à toutes les ouvertures, à toutes les focales, et ça c'est juste parfait, voilà. Il fait un très beau sunburst, il a un flair très bien contenu, donc en fait il est très complet en fait, quelque part il n'a pas tellement de gros défauts. C'est en plus l'objectif qui a aujourd'hui le prix le plus bas sur cette catégorie-là des ultra grand angle zoom. Il est léger, il est petit, donc voilà, il a tout pour lui. Les seuls petits points qui peuvent être revus, évidemment, c'est la question de la plage focale, 17-28. Si vous voulez absolument avoir 16 mm, par exemple, là, vous n'avez pas, il vous manque un petit millimètre. Ou si vous préférez zoomer plus souvent, aller vers 35, là, on va jusque 28, mais ça fait pas un énorme écart. Et moi, je préfère largement faire ma photo à 28 mm et recropper un petit peu pour avoir l'équivalent 35 que de faire une photo, par exemple, avec mon Zeiss à 35 mm. Donc, voilà, pour moi, c'est pas vraiment un souci. Et puis, la question de l'exposition quand même, sachez-le, quand vous achetez cet objectif-là, vous achetez évidemment un objectif f2.8, mais sachez que ces photos vont être un petit peu plus sombres. Donc si vous l'achetez par exemple pour la photo d'étoile, vous aurez plus un équivalent f3.5 on va dire en termes de lumière avec cet objectif-là, vous devrez monter un petit peu plus vite dans les ISO que si vous aviez un vrai f2.8, mais ça reste quand même meilleur que les f4 par exemple. Donc voilà, comme vous avez pu le comprendre, moi je l'adore et je me pose très sérieusement la question de revendre mon Zeiss pour acheter celui-là à la place. Mais maintenant que j'ai dit ça, je ne sais pas si quelqu'un chez vous aurait envie d'acheter le Zeiss parce que de racheter mon Zeiss pour que je puisse m'acheter celui-là. Mais voilà, bon bref, je suis super content, il fait des magnifiques photos mon objectif Zeiss, mais c'est vrai que si je peux le revendre au prix d'achat de celui-là, je ne vais pas hésiter et je vais racheter celui-là derrière. Voilà, merci beaucoup Tamron de me l'avoir prêté et puis j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix éventuellement. Je vous mets des liens dans la description comme d'habitude, c'est des liens affiliés, moi ça me ramène un petit peu de sous, puis ça m'encourage à continuer à faire des tests aussi, donc n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à très bientôt, salut les photographes.